Ça y est, on a bien avancé dans Git, on a vu à quel point Git favorisait la cohésion technique et la cohésion de l'équipe, donc de votre équipe, et donc du projet. On va découvrir ou redécouvrir 5 erreurs plus une si vous restez bien jusqu'à la fin. 5 erreurs plus une qu'on a tendance à faire avec Git, on voit ça tout de suite maintenant. Bonjour, je suis Evan, le concrétiseur Evan Boissonneau. Je vous accompagne durant toutes ces vidéos pour la pérennisation de votre projet, la pérennisation de votre équipe et de votre entreprise à travers la cohésion technique et la cohésion humaine. On va avancer donc avec 5 erreurs plus une si vous restez bien jusqu'à la fin. 5 erreurs pour l'instant, 5 erreurs qu'on a tendance à faire avec Git. La première, c'est d'utiliser Git comme un outil d'archivage, à savoir, eh bien, je ne commit pas de la journée, j'envoie rien sur le serveur et j'envoie tout avant de partir chez moi. Ça, c'est très bien déjà, on va dire, hein, au moins j'archive et j'ai une sauvegarde, aucun historique. Mais pourquoi c'est pas une bonne pratique? Eh bien, c'est pas une bonne pratique parce qu'on va ne pas utiliser tout ce qu'on peut faire avec Git. La première chose, c'est qu'on verra à travers la deuxième erreur, c'est qu'en faisant qu'un seul commit pour faire un seul push, eh bien, on risque de n'avoir un historique qui est très faible de tout ce qui a été fait. La deuxième chose, c'est qu'en faisant un push le soir, alors que vous voulez partir rapidement chez vous, eh bien vous récupérez obligatoirement à faire un pull, ou au moins un fetch si c'est quand même mieux, de tout ce qui a été fait par vos collègues. Et vos collègues ont peut-être fait eux aussi un système d'archivage complet et complexe en fait. Et donc vous récupérez ça le soir aussi, donc des gros paquets, des gros boulets en fait, on va le voir comme ça. Et là, pour merger tout ça en local, pour fusionner tout ça, il y aura plein de conflits. Et là, ça y est, vous allez dire, eh bien c'est un outil de conflit en fait, juste ça Git. Oui, parce que vous n'utilisez pas de la bonne façon. Donc privilégiez c'est la deuxième erreur, de ne pas faire de commit trop gros. Et ça, c'est la deuxième erreur qu'on a tendance à faire, c'est faire 1 ou 2 commits par journée, puis c'est bon, hein, on va pas se prendre la tête. Ouais, très bien, mais cette deuxième erreur va faire que si vous faites des gros commits, vous oubliez le fait que le commit, c'est un peu comme une étape du voyage que vous faites pour réussir à finir votre projet. Moi, j'aime bien le voir exactement comme quand je pars en vacances. J'aime bien prendre plein de photos. Bon, c'est vrai qu'avant, on avait un argentique, mais maintenant, on a quand même des numériques qui ont tendance à prendre plein de photos. Et on va dire, même avec l'argentique, maintenant, on peut peut-être, quand c'est un réflexe, on peut prendre plein de photos quand même. Et c'est cette idée-là, en fait. Chaque étape qui peut être importante, qui peut être nécessaire, on va prendre une photo. Et on va pas prendre trop de photos non plus, parce qu'au bout d'un moment, on sait plus ce qu'on va faire, mais au moins prendre les belles étapes. Tiens, ici, regardez le bel oiseau qui part. Tiens, oh, une biche ou un cerf qui se balade. Bref, plein d'étapes qui vont ponctuer ce qu'on va faire. Et en plus, avec Git, vous savez quand même que vous pouvez revenir dans l'historique, et donc en plus de construire une belle histoire de votre projet qui sera lisible dans le temps, eh bien vous allez aussi pouvoir revenir et donc choisir dans le passé ce qui peut être intéressant, le corriger, le modifier, et donc par exemple faire entre deux branches le cherry pick. Et ça c'est quand même très important, non? Donc privilégier plein de commits et donc respecter ce qu'une personne très âgée, très expérimentée vous dirait, mieux vaut en faire plusieurs petites qu'une très grosse. Troisième point, qui revient aux deux premiers, faire trop de push en fait. C'est un peu l'opposé, c'est-à-dire que soit on fait un seul push dans la journée, soit on en fait trop. C'est-à-dire en gros, on a un réflexe, ceux qui viennent des SVN, de faire un commit, un push, un commit, un push. Non, on va essayer au contraire de favoriser, et c'est pas une bonne pratique de faire ça. Pourquoi? On va favoriser donc plutôt, je fais autant de commits qui sont intéressants, je teste d'abord en local, je lance même tous les tests automatisés en local, et après, je push. Donc ça peut être, oui, des fois un seul commit, comme des fois ça peut être 6 commits. Mais on va essayer quand même de faire des pushes qui contiennent pas trop de commits pour favoriser, en fait, l'envoi sur le serveur. Et donc, du coup, quand je récupère, moi, collègue, qui récupère ce push, eh bien, je ne vais pas avoir trop à gérer, à regarder et peut-être à comparer, voire à gérer les conflits. Donc, voilà pourquoi on va essayer de favoriser des pushs pas trop fréquents, mais pas trop aussi complets, avec pas trop de commits à l'intérieur. Ça, c'était le troisième point. Quatrième point, qui paraît super important quand on connaît Git, c'est l'utilisation des branches. Alors, les branches, on en entend beaucoup, et en fait l'erreur serait de ne pas les utiliser, surtout les branches locales. Nous sommes dans un gestionnaire de sources qui est distribué, qui est décentralisé, donc quand je crée une branche, je la crée pas pour tout le monde. En fait, je peux créer des branches locales et je peux créer des branches distantes, et distantes qui sont liées à des branches locales.
Eh bien, l'erreur serait de ne pas utiliser ces branches locales. Pourquoi c'est pas une bonne pratique de ne pas les utiliser? Eh bien, l'utilisation de branches permet de créer ce qu'on appelle des univers parallèles. Donc, à savoir la possibilité de dupliquer, en fait, des informations et de tester des idées. Si vous créez plein de branches parallèles, vous pouvez très bien régler des problèmes que sans ça, vous ne pourrez pas régler. Je prends un exemple. Zut, je suis en plein développement d'une fonctionnalité. Or, j'ai un bug tout de suite à chaud là à corriger qui vient de la prod. Il faut que je le livre là tout de suite dans peut-être une demi-heure, une heure, en tout cas dans la journée. Ah, mais j'étais en plein développement. Je vais pas livrer mon développement qui est pas testé, qui est pas fini. Il faut que je livre mon code qui est juste sur la correction. Comment je fais? Eh bien, les branches servent à ça. Je crée deux branches, une branche de développement que j'avais créée avant, et je crée une branche de code, de test, en fait, de correction, pardon. Vous vous rappelez que dans Gitflow, par exemple, ce qu'on appelle les hotfixes. Et après, je livre que cette branche sur la master, sur la main. Voilà l'idée, ou sur développement quand on est dans Gitflow. Vous voyez l'idée? Donc ça, c'est super important. Et il y a bien d'autres cas que je développe dans l'article qui est lié à cette vidéo sur evanboissonneau.fr. Très bien, donc ça c'est la 4e erreur. La 5e erreur, eh bien, c'est de ne pas cadrer en fait. De ne pas cadrer avec Gitflow, avec GitLab Flow, GitHub Flow, OneFlow, ForkFlow, etc. En fait, c'est une grande erreur. Pourquoi? Parce que si on cadre pas, ça part dans tous les sens. Déjà de une, ça va faire qu'on va pas aimer utiliser les branches. Déjà, il faut apprécier utiliser les branches. Mais en plus, si on donne des règles d'utilisation des branches, on se sent plus en sécurité. Et si on travaille à plusieurs, si ce n'est peut-être 5, ok, déjà ça peut vite créer le bordel. Mais imaginez qu'on est sur des projets open source, ça peut vite être complètement le foutoir. Et en fait, si on cadre pas ça avec un flow, on ne va pas réussir à bien s'en sortir. On pourra même perdre du code, vraiment, ça pourrait arriver. Perdre du code, hein, quand on ne connaît pas bien un Git aussi. Et du coup, on va aussi avoir trop de conflits, ça va être très difficile à gérer, et on va avoir aussi des risques d'avoir du code non testé. Donc, privilégiez d'avoir un cadre, choisissez votre cadre, qu'il soit évolutif, qu'il soit lié à un cadre que vous connaissez, que vous allez mettre en place vous, ou un cadre qui existe déjà, comme ceux que j'ai présentés dans les dernières vidéos. Bref, c'est une bonne pratique d'aller choisir ça, de le respecter, de l'appréhender. Et enfin, puisque vous êtes toujours là, on va parler du 6e point qui est lié à ce cadrage. Quand vous choisissez GitHub Flow ou GitLab Flow ou ForkFlow, vous allez découvrir un point qu'on appelle les PR ou MR. Pull Request, Merge Request. Et en fait, vous allez donc découvrir le fait que vous allez pouvoir envoyer une demande de modification, d'altération, de modification, j'ai alter qui vient dans la tête, sur la branche qui va être soit la main, ou si vous êtes sur le ForkFlow, sur la branche qui est sur le repository commun. Très bien. Mais souvent, ce que vous allez faire, c'est que vous allez envoyer trop de push, donc trop de commits. Et ça, c'est une mauvaise pratique. Pourquoi? Eh bien, parce que c'est pareil, on peut amener trop de modifications d'un seul coup, et pour les comparer, pour faire de la revue, c'est beaucoup plus difficile. Et donc, les risques de conflit sont aussi plus forts, surtout quand on travaille à vraiment beaucoup, par exemple, dans le ForkFlow. Donc, privilégiez peut-être, et encore une fois, peut-être même assurément, tentez en tout cas de vous orienter vers là. Toujours ce principe de la personne expérimentée qui dit « mieux vaut plein de petits » plutôt qu'une très grosse. Et bien là, ce sera pareil pour les pull merge request. Et donc, ça va favoriser ça. Ça va favoriser aussi l'intérêt et l'envie de faire des revues de code à travers les pull requests. Car saviez-vous, puisque vous êtes toujours là, c'est super, saviez-vous qu'on peut faire une pull request, pas obligatoirement dans un ForkFlow. On peut faire un pull request, moi je suis en local, je publie je push et je fais une demande de pull request directement sur la main, juste pour demander à échanger à travers le repository global. Par exemple, ça va être une demande de revue de code, de conseils et donc d'historisation de ce qu'on fait. Et ça, c'est super puissant. Alors, vous faites ces erreurs, vous? Est-ce que vous avez réussi à vous orienter pour éviter les erreurs? C'est pas si simple que ça, hein, ça peut être vraiment complexe à bien gérer. Et de toute façon, ça va se pratiquer. Vous allez corriger petit à petit ces erreurs pour arriver de plus en plus à cadrer votre projet, amener de plus en plus de cohésion technique. Je vous dis à très vite pour d'autres astuces et conseils pour la cohésion technique et la cohésion humaine. Et d'ici là, guitez bien. Ciao!